Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer d'apprendre à programmer. Dans cette vidéo, nous allons commencer à aborder le vaste sujet des bases de données. Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'il était possible de sauvegarder des données sous différentes formes, avec la serialisation par exemple, ou dans un simple fichier texte. Cependant, ce qui est plus souvent utilisé pour sauvegarder des données, ce sont les bases de données qui sont vraiment faites pour ça. Et des bases de données, il en existe de toutes sortes. Certaines bases de données sont plus orientées pour une utilisation locale, c'est-à-dire sur une machine, un poste local, ou en réseau. Et certaines bases de données sont capables de faire les deux. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de certains de ces moteurs de bases de données, comme par exemple MySQL, qui est très populaire, ou encore SQL Server de Microsoft, ou MongoDB. Il existe énormément de moteurs de bases de données qui permettent de faire du stockage de données sous différentes formes. Mais généralement, c'est donc un moteur, c'est-à-dire une application qui tourne en arrière-plan, et un ou plusieurs fichiers qui stockent les données. Et le moteur de base de données va faire en fait l'interface entre votre application et les fichiers de la base de données et interpréter vos requêtes de façon à écrire, supprimer ou mettre à jour les données dans ces fichiers. Alors, avec du C#, on peut se connecter absolument à n'importe quel type de base de données. Le principe étant généralement à peu près le même pour se connecter à tout type de base de données. À savoir également que les bases de données ont leur propre langage qui s'appelle le langage SQL. C'est un langage qui permet donc d'ajouter, de supprimer ou de mettre à jour des données, mais également de faire des requêtes sur ces bases de données grâce à ce langage appelé langage SQL et qui est quasiment universel à toutes les bases de données. Il peut y avoir quelques variantes dans le langage SQL de certaines bases de données avec par exemple des mots-clés qui n'existent pas pour d'autres bases de données, mais généralement la majorité des requêtes SQL sont quasi identiques pour toutes les bases de données, ce qui est très pratique, puisque cela vous permet de pouvoir passer d'un type de base de données à un autre type de base de données en utilisant toujours les mêmes requêtes SQL. Donc ici, nous allons voir comment créer une base de données, comment également faire des requêtes SQL, et puis comment coder tout ça en C#. Mais avant toute chose, vous devez vous assurer d'avoir tous les composants nécessaires pour gérer des bases de données. Donc pour ça, vous devez aller sur le Visual Studio Installer. Dans le Visual Studio Installer, cliquez sur le bouton Modifier de votre instance de Visual Studio que vous avez installé pour pouvoir modifier sa configuration. Et vous devez vous assurer que la partie ici, stockage et traitement des données, est bien cochée. Une fois que c'est coché, cliquez simplement sur le bouton ici qui sera marqué comme étant modifié. Et là, ça va vous installer tous les composants qui permettent de gérer des bases de données. Donc nous allons fermer Visual Studio Installer. Et maintenant, nous allons voir comment créer notre première base de données. Pour créer notre base de données, nous allons aller dans le menu View, puis dans SQL Server Object Explorer. Donc là, nous allons utiliser le moteur de SQL Server qui est déjà donc installé sur votre machine. Et ici, vous voyez que nous avons LocalDB, MS SQL LocalDB. Donc ça, c'est le moteur de base de données qui se trouve déjà sur votre machine et que nous allons pouvoir utiliser. En dessous, donc, nous avons le dossier database qui va contenir toutes les bases de données que vous allez créer sur votre machine locale. Comme vous le voyez, pour le moment, je n'ai aucune base de données dans ce dossier database. Je n'ai qu'un dossier système database qu'il ne faut pas toucher, qui est donc un système interne à la base de données. Donc pour créer une nouvelle base de données, je vais faire un clic droit sur le dossier database et je vais cliquer sur Add New Database. Ne changez pas le chemin d'accès au fichier de la base de données, laissez-le tel qu'il est par défaut et donnez un nom à votre base de données. Ici, je vais l'appeler ContactDB, mais vous pouvez l'appeler absolument avec le nom que vous voulez. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai ma base de données qui est créée. Nous allons déployer cette base de données pour voir son arborescence. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de dossiers dedans, donc un dossier tables, views, synonymes, etc., etc. Nous allons nous intéresser principalement au dossier table. Une base de données est constituée de tables. Alors des tables, c'est quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un objet en C#. C'est-à-dire que nous avons fait par exemple l'objet personne. Eh bien, on peut faire une table personne. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire un clic droit sur table et je vais cliquer sur Add New Table.
Dans une table, il y a ce que l'on appelle des champs. Ici, vous voyez qu'il nous a déjà d'ailleurs ajouté un champ qui s'appelle ID. Chaque champ a un type, exactement comme pour une variable. Ici, nous voyons que le type de ce champ est int, c'est-à-dire l'équivalent de integer, ou int32 par exemple, dans une variable que l'on ferait en C#. Ce que vous voyez en bas, c'est du langage SQL. Donc ici, nous voyons que le langage SQL ici fait create table, c'est-à-dire qu'il va créer la table, qui va s'appeler table, et qui a donc un premier champ avec un type int. Mais ce champ est un petit peu particulier puisqu'il est également une primary key. Alors, qu'est-ce qu'une primary key? C'est une clé primaire, c'est-à-dire c'est un identifiant unique qui va, avec certitude, identifier l'une de vos données. Exactement comme par exemple un numéro d'immatriculation pour une voiture ou un numéro de sécurité sociale par exemple, c'est un numéro qui va identifier avec certitude une donnée. Donc par exemple, une personne aura le numéro 412 par exemple. Ce n'est pas une obligation d'avoir une clé primaire pour chaque table, mais c'est fortement recommandé. Et c'est même obligatoire si l'on veut mettre plusieurs tables en relation, chose que nous verrons plus tard. Donc tout d'abord, je vais modifier un petit peu mon code SQL ici, parce que je ne veux pas que cette table s'appelle simplement table, mais je veux que ce soit une table qui représente la personne que je vais enregistrer. Donc j'ai modifié mon code SQL ici pour que la table s'appelle personne. Ensuite, eh bien, je vais compléter en ajoutant des champs, c'est-à-dire que je vais mettre nom, prénom, téléphone et email. Vous voyez qu'en data type, donc le type, il nous a mis nchar, qui est l'équivalent d'une chaîne de caractères, mais uniquement limitée à 10 caractères. Ce n'est pas suffisant pour nous, et je vous conseille de mettre plutôt nvarchar, que nous allons mettre à max, c'est-à-dire un maximum de caractères, de façon à nous laisser de la marge. Donc ça, c'est l'équivalent en fait d'une variable qui serait de type string, et qui permet donc de stocker des chaînes de caractères. Les types de bases de données, ce sont des choses que nous reverrons plus tard. Pour le moment, nous allons un petit peu survoler le sujet pour montrer le concept de la base de données. Nous avons ici une colonne qui nous indique si on accepte que le champ soit de valeur nulle ou si on oblige l'utilisateur à mettre une donnée à l'intérieur de ce champ. Ici, nous allons laisser le fait que l'on autorise que la valeur soit nulle, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien du tout dans chacun de ces champs. Vous voyez qu'en bas, le code SQL a été modifié pour nous, et donc ce code SQL va permettre de créer notre table lorsqu'il va être exécuté. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton Update ici. Il nous fait un petit résumé de ce qu'il va faire. Donc il nous dit User Actions Create table personne. Donc on est d'accord avec ça, on clique sur Update Database, et il va donc exécuter le script qui va créer notre première table dans notre base de données. Je peux maintenant fermer cet onglet, et je vais retourner dans mon explorateur de base de données. Et vous voyez que maintenant, j'ai ma table personne qui a été créée. Si je déploie ici ma table personne pour voir son arborescence, vous voyez que j'ai également un dossier colonne qui me donne toutes les colonnes donc que j'ai dans ma table. Je peux créer dans ma base de données autant de tables que j'ai besoin pour mon application. Si je veux ajouter ou modifier des champs qui se trouvent dans ma table, j'ai juste à faire un clic droit et à cliquer sur View Designer. Et ici, je peux, si je veux, par exemple, ajouter des champs. Maintenant, revenons à notre clé primaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette clé primaire va contenir en fait un nombre qui va commencer par 1, 2, 3, 4, etc. Et ce nombre va être unique. C'est pour ça qu'il y a cette petite clé ici en face du champ. Cela indique que c'est une clé primaire et que donc il ne peut pas y avoir de doublon dans cette clé primaire. Il ne peut pas y avoir 2 fois le chiffre 8 ou 2 fois le chiffre 7 par exemple. Ce qui nous assure que chaque chiffre est unique pour chaque donnée.
Mais qui met le bon numéro dans ce champ? Soit c'est vous avec votre programme, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut s'assurer de ne pas faire de doublons, sinon cela va créer une erreur. Ou alors vous pouvez demander à la base de données de se charger de mettre elle-même un numéro pour chacune de vos données. Pour ça, nous allons donc cliquer sur le champ ID et nous allons aller dans les propriétés ici. Et dans les propriétés, nous avons quelque chose qui s'appelle Identity Specification. Nous allons cliquer sur le petit plus qui est devant pour déployer. Et vous voyez qu'ici, il y a une propriété qui s'appelle isIdentity. C'est-à-dire qu'on nous demande, est-ce que c'est une identité? Et on va dire, oui, c'est une identité. On va mettre cette valeur sur True. Et du coup, il nous met Identity Increment 1, Identity Seed 1. Donc là, c'est la base de données qui va se charger pour nous de mettre un numéro unique pour chacune de nos données, donc pour chacun de nos contacts. Je vais cliquer sur Update. Et je vais de nouveau mettre à jour ma table. Et je vais fermer l'onglet. Voilà, ma base de données et ma table sont prêts pour travailler avec mon application. Bien maintenant, comment se connecter à notre base de données? Pour se connecter à une base de données, on utilise ce que l'on appelle une connection string, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui contient toutes les informations nécessaires pour se connecter à une base de données. Alors pour obtenir facilement cette connection string, ici nous allons cliquer sur notre base de données, donc ContactDB, et nous allons regarder dans les propriétés. Et vous voyez que dans les propriétés, j'ai une propriété ici qui s'appelle connection string. Eh bien, ce que je vais faire simplement, c'est récupérer toute cette chaîne de caractères ici, et je vais la copier. Alors maintenant, où je peux stocker cette information dans mon application? Dans votre explorateur de solutions ici, vous avez un fichier qui s'appelle appconfig que nous allons ouvrir. Ce fichier appconfig, comme son nom l'indique, permet de contenir toute la configuration de votre application. Vous voyez que c'est un fichier XML. Donc nous avons déjà vu ce type de fichier lorsque nous avons fait de la sérialisation. Et dans ce fichier XML, entre les deux tags ici configuration, nous allons pouvoir ajouter un nouveau tag qui s'appelle connection string et qui va contenir toutes les lignes de connexion, toutes les chaînes de caractères de connexion qui nous permettent de nous connecter à une ou plusieurs bases de données, car vous pouvez avoir plusieurs connection strings dans votre application. Imaginons que vous avez besoin d'accéder à 2 ou 3 bases de données différentes, par exemple une base de données qui serait distante et une base de données qui serait locale. Eh bien, vous pouvez mettre ici toutes les chaînes de caractères, les connection strings, qui permettent donc de se connecter à ces différentes bases de données. Donc nous allons mettre ici notre connection strings en utilisant le mot-clé add. Et nous allons commencer par donner un nom à cette connection string. Et ce nom, on va l'appeler ContactDB connection string. Ensuite, eh bien, on va lui donner la propriété connection string dans laquelle on va coller donc la fameuse connection string que nous avons récupérée tout à l'heure par un simple copier-coller. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette connection strings. Les parties les plus importantes sont data source, qui va en fait indiquer où se trouve le moteur de la base de données. Ensuite nous avons initial catalog, qui permet en fait de donner le nom de la base de données qui va être utilisée. Donc ici ContactDB. Integrated Security permet d'indiquer si on veut par exemple utiliser spécifiquement un mot de passe et un nom d'utilisateur particulier pour se connecter à la base de données, ou si on va utiliser la sécurité intégrée à Windows, c'est-à-dire le compte, la session Windows qui est utilisée à l'heure actuelle. Donc par simplicité ici, on va utiliser donc la session de Windows qui est utilisée par l'utilisateur courant, plutôt que de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ensuite, nous avons quelques autres paramètres que nous n'allons pas voir en détail ici aujourd'hui. Mais par exemple, nous avons Connection Timeout qui permet ici de dire combien de temps doit attendre en fait la connexion avant de donner un message d'erreur si elle échoue. Et puis également des paramètres concernant le chiffrement, les certificats, etc. Plein de petites choses. D'ailleurs, on n'est pas obligé, on pourrait très bien enlever par exemple toute cette partie-là ici. Et ça fonctionnerait très bien, toute la partie ici qui est à la fin, ça fonctionnerait très bien si on enlevait également toute cette partie. Donc ici, on va laisser ça comme ça.
Et vous allez voir que ça va très bien fonctionner en utilisant cette connexion telle qu'elle est paramétrée ici, puisque nous n'avons rien eu à faire, un simple copier-coller a suffi. Donc je vais cliquer ici pour sauvegarder mon app config. Et voilà, j'ai donc stocké dans mon application ma connection string. Alors maintenant, comment récupérer cette connection strings et l'utiliser dans mon application? Eh bien, je vais commencer déjà par aller dans le code de ma main window et je vais créer une variable qui va donc être une chaîne de caractères, puisqu'une connection string, c'est une chaîne de caractères, et que je vais appeler connection string. Et je vais la mettre private parce que je ne vais l'utiliser qu'à l'intérieur de ma classe main window. Ici, nous allons enlever donc ce que nous avions fait concernant le chargement des fichiers en sérialisation. Nous allons également enlever ici le data grid item source parce que nous n'allons pas le faire ici. Vous allez voir tout à l'heure comment nous allons charger les données. Donc tout ça, on va l'enlever. On va juste laisser cette ligne ici qui permet d'interdire l'édition au démarrage de l'application. Alors la première chose que je dois faire, c'est récupérer la liste de toutes mes connection strings qui se trouvent dans mon app config. Parce que je peux en avoir plusieurs. Ici, je n'en ai qu'une, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc ça va être une collection en fait de chaînes de caractères. Et pour ça, il y a un objet qui existe qui s'appelle connection string settings collection. C'est un objet qui est fait pour ça. Mais vous voyez que la machine se plaint. Elle me dit, mais je ne connais pas en fait cet objet, tout simplement parce que je vais devoir utiliser un using que je n'ai pas mis dans mon code. Et ce using, c'est using system configuration. Donc, comme ici, l'IntelliSense me le propose, je vais lui dire, bien oui, j'ai oublié de mettre ce using, mets-le moi s'il te plaît. Et je vais cliquer ici, et ça va me mettre automatiquement le using System Configuration juste au-dessus. Donc, je vais appeler cette liste de connection string connections et je vais utiliser le Configuration Manager qui va me permettre d'accéder en fait à mon app config et à toutes les connection strings qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, donc cette ligne me permet de récupérer toute la liste des connection strings. Maintenant, dans cette liste de connection strings, je vais devoir récupérer celle qui m'intéresse et la stocker dans ma variable privée connection string. Donc je vais prendre ma variable connection string. Je vais prendre donc ma liste de connexions que je viens de récupérer. Dans cette liste de connexions, je vais devoir lui donner en fait le nom de la connection string. Et retourner donc la connection strings qui se trouve dedans. Pour ne pas me tromper, je vais aller dans mon fichier appconfig et je vais faire un simple copier-coller du nom que j'ai donné à ma connexion. Et d'ailleurs, vous voyez que je lui ai donné un drôle de nom. Je vais le renommer correctement. Je fais un copier et je fais un coller ici dans la chaîne de caractères. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper et de ne pas faire de faute de frappe. Donc cela va me retourner spécifiquement la connection string de ma base de données et le mettre dans ma variable connection string que je vais pouvoir utiliser maintenant sur toute ma main window. Partout où j'aurai besoin de me connecter à la base de données, je vais pouvoir récupérer ma connection strings ici. Bien maintenant, nous allons devoir créer plusieurs méthodes, des méthodes qui vont nous permettre en fait de mettre à jour notre base de données et également de charger les données. On va créer ici une petite région que l'on va appeler database et dans laquelle on va mettre toutes les méthodes qui vont nous permettre de gérer notre base de données. Donc on va faire une première méthode qui va s'appeler add et qui va permettre d'ajouter une personne dans notre base de données. Donc on va lui donner comme paramètre un objet personne. Et donc cette méthode va ajouter donc une personne à notre base de données. On va également mettre une autre méthode qui va nous permettre de mettre à jour une personne, c'est-à-dire mettre à jour les données d'une personne. Donc là encore, on donne comme paramètre notre objet personne.
On va mettre une méthode qui permet d'effacer une personne, donc on va appeler delete. Donc on lui donne également comme paramètre un objet personne. Et enfin, il nous faut une méthode qui permet de charger les données au démarrage de l'application. Donc on va l'appeler loadData. Là, pas besoin de paramètres. Et cette méthode va permettre donc de charger les données. Donc voilà, nous avons préparé toutes nos méthodes. Ensuite, il va falloir que l'on modifie notre objet personne. En effet, notre objet personne a une différence par rapport à notre base de données. C'est que notre objet personne, ici, n'a pas de clé primaire. Donc, on va lui rajouter une propriété qui va pouvoir contenir cette clé primaire. Donc, on va faire prop, on va utiliser propful, appuyer sur la touche Tab du clavier, et cela va nous créer donc une propriété avec une variable int, donc exactement le même type qu'il y a dans la base de données. On va l'appeler id, et voilà, nous avons notre propriété qui va pouvoir contenir la clé primaire qui se trouve dans la table. Très simple. Nous reviendrons sur l'objet personne tout à l'heure parce que vous allez voir que nous allons devoir également ajouter un nouveau constructeur. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc nous allons commencer par la méthode add qui va nous permettre donc d'ajouter une personne à notre base de données. Donc nous allons utiliser using, que nous avons pris l'habitude d'utiliser maintenant, qui permet donc de créer donc un objet et s'assurer qu'il soit bien détruit une fois qu'on ne l'utilise plus. Et on va utiliser l'objet SQL Connection, que l'on va appeler connect, et qui est donc un nouvel objet SQL Connection auquel on va donner comme paramètre notre connection string, tout simplement. Très simple. Donc ça va nous permettre de nous connecter déjà à la base de données. Et la première chose que l'on va faire, c'est lui dire « Ouvre la connexion, nous allons commencer à travailler avec toi. » Donc on fait un simple connect open. Donc là, on se connecte à la base de données et on va pouvoir donc envoyer des requêtes SQL à cette base de données pour lui donner des ordres bien précis sur ce que l'on veut. Alors, vous l'avez vu, une requête SQL, ce n'est plus ni moins qu'une chaîne de caractères. Donc, on va utiliser une variable string que l'on va appeler commande et dans lequel on va mettre notre commande SQL. Donc, on veut ici utiliser une commande SQL qui permet d'ajouter des données à une table. Le mot-clé ici, c'est insert. C'est le mot-clé SQL qui permet d'insérer donc des données dans une table. Ensuite, on lui dit into pour indiquer dans quelle table on veut ajouter des données. Ici, donc, on dit insert into personne. Ensuite, entre parenthèses, on va mettre tous les champs que l'on veut modifier. Donc ici, je vais modifier nom, prénom, email, téléphone. Donc là, j'indique quels sont les champs que je veux modifier. Ensuite, je vais utiliser le mot-clé values pour indiquer quelles sont les valeurs que je veux mettre dans chacun de ces champs. J'ouvre une parenthèse. Alors ici, je peux faire de deux façons différentes. Soit je vais faire de la concaténation de chaînes de caractères, c'est-à-dire je peux faire par exemple ici un guillemet, je fais plus ici et je pourrais mettre par exemple donc l'objet personne que j'ai mis en paramètre et faire .nom comme ceci et mettre ça entre apostrophes. Donc normalement, si je voulais donc ajouter ici donc une valeur dans nom, je pourrais faire comme ça. Et bien sûr, attention, il faut que ce soit entre apostrophe ou single quote, comme disent les Anglais. Le problème, c'est que ça, c'est fortement déconseillé, en particulier si vous utilisez ça sur un serveur, sur un site internet, parce que ça permet à des attaquants de faire ce que l'on appelle de l'injection SQL. Donc, c'est une très grosse faille de sécurité. Donc, vous ne devez jamais utiliser cette méthode. Même si ici, dans une application locale, il y a peu de chances qu'on vous fasse une attaque avec une injection SQL.
mais il faut tout de suite prendre les bonnes habitudes. Donc, surtout, évitez de concaténer des chaînes de caractères pour faire des lignes de commande SQL. C'est une très mauvaise idée. Donc, on ne fait jamais ça, même si ça fonctionne. Ça va fonctionner, ça ne donnera pas de message d'erreur, mais c'est une faille de sécurité très importante. Donc, on ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on met à l'intérieur, en fait, des variables. C'est-à-dire qu'on va mettre des variables, ou en d'autres termes, des paramètres, que l'on va nommer et qui sont précédés d'un arrobase. Donc ici, je mets arrobase nom. Alors vous pouvez donner à ces paramètres le nom que vous voulez. J'aurais pu ici mettre arrobase pipo, ça aurait fonctionné aussi. Mais essayez quand même d'être cohérent et d'avoir donc des paramètres qui ont des noms équivalents à vos champs, à vos colonnes. Sinon, vous allez un peu vous y perdre. Et bien sûr, ils doivent être mis ici dans le même ordre que dans les parenthèses que j'ai fait ici après la table personne. Ça doit être exactement dans le même ordre. Donc, je vais continuer dans cet ordre et je vais donc mettre ici email et arrobase téléphone. Voilà, ma commande SQL est terminée. Donc maintenant, comment envoyer cette commande à ma base de données? Eh bien, je vais utiliser ici un objet SQL commande. Je vais l'appeler SC. Donc, new SQL commande. Et ici, je vais donner deux paramètres à cette SQL commande. Le premier paramètre, eh bien, c'est ma commande en elle-même. Et mon deuxième paramètre, eh bien, c'est la connexion à ma base de données. Donc, mon objet connect ici que j'ai créé avec le using. Donc, je lui dis, voilà la base de données et voilà la commande que je vais injecter. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lui dire quels sont les paramètres qu'il doit mettre dans ma ligne de commande. Donc, j'utilise ici mon objet SC que je viens de créer. Je lui dis que dans les paramètres, il doit ajouter add with value les paramètres suivants. Et ici, je vais donc nommer mes paramètres. C'est-à-dire que je vais lui donner le premier paramètre nom. Et je vais lui dire, eh bien, c'est personne nom. L'objet personne, donc, ici, que j'ai dans le paramètre de ma méthode ici. Et je vais continuer, alors je vais faire un copier-coller, je vais être un petit peu feignant. Donc ici, je vais dire prénom, prénom, email, et enfin, téléphone. Je vais y arriver. Personne, téléphone. Voilà. Ici, j'ai donc donné tous mes paramètres. Donc en fait, add with value va injecter donc les données en se fiant aux paramètres que j'ai mis dans ma ligne de commande. Alors attention, il est très facile ici de faire des fautes de frappe. Attention de respecter majuscules et minuscules dans le nom de vos paramètres. Et attention de ne pas faire de fautes de frappe, sinon l'injection va mal se passer. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose, c'est lui dire, eh bien, c'est bon, tout est prêt, envoie la requête SQL à la base de données et stocke les données que je viens de te donner. Et là, je fais SC et j'utilise ici la méthode execute non-query. Alors, c'est quoi execute non-query? Comme son nom l'indique, ça veut dire que je vais envoyer quelque chose, mais que je n'attends rien en retour. C'est-à-dire qu'ici, je ne lui demande pas de me retourner des données, je lui demande simplement d'effectuer une action et il n'a besoin de me retourner rien du tout. Et surtout, ne pas oublier, une fois que j'ai terminé d'injecter mes données, eh bien je lui dis, c'est bon, j'ai fini, tu peux fermer la connexion à la base de données de façon à libérer la connexion. Voilà, surtout il ne faut pas oublier de faire connect close ici pour bien fermer notre connexion. Remarquez ici que je n'ai pas eu besoin d'ajouter comme paramètre le nom de la clé primaire, étant donné que c'est la base de données qui s'en charge.
la base de données va automatiquement mettre le chiffre 1 à la première personne que je vais lui envoyer. Donc je n'ai pas besoin ici de mettre quoi que ce soit concernant le champ ID de ma table personne. Bien maintenant, voyons la partie update, c'est-à-dire la partie où l'on met à jour les données. Alors ce que nous allons faire, c'est récupérer le code que l'on vient de taper ici pour la partie add et on va copier ça dans update parce que vous allez voir que c'est très similaire. Alors on va supprimer tout ce qu'il y a dans la ligne de commande, puisqu'ici ce n'est pas insert que nous allons utiliser, mais update. Ensuite, après le mot-clé update, on doit lui indiquer quelle table. Donc c'est la table personne. Et ensuite, on utilise le mot-clé set pour lui dire quels sont les champs que l'on va modifier. Car on n'est pas obligé de modifier tous les champs. On peut modifier par exemple que le nom ou que le prénom. Et donc on va lui dire nom égale, et là encore on va utiliser des paramètres, donc arrobase nom, puis on va mettre une virgule, prénom égale arrobase prénom, et on va mettre une virgule, email égale arrobase email, et enfin téléphone égale arrobase téléphone. Mais ici, comment peut-il savoir quelle est la personne que je veux modifier? Si j'ai par exemple 10 personnes dans ma table, comment peut-il savoir quelle est la bonne personne? Alors, je pourrais par exemple me baser sur le nom et le prénom pour faire une recherche et dire par exemple trouve-moi Dupont-Éric, et une fois que tu as trouvé Dupont-Éric, eh bien modifie par exemple son email. Sauf que vous pouvez très bien avoir dans votre base de données plusieurs Dupont-Éric. Donc ce n'est pas valable. Et c'est là où il est important d'avoir une clé primaire. Car là, vous savez que la clé primaire est unique et que vous n'avez aucune chance de vous tromper. Vous allez nécessairement tomber sur le bon champ que vous voulez modifier. Donc ici, nous allons rajouter dans notre ligne de commande le mot-clé where qui va permettre d'indiquer exactement qui l'on veut modifier. Et donc on va lui dire eh bien, que l'id doit être égal, et on va mettre en paramètre arrobase id. Voilà, notre ligne de commande est prête. Donc là maintenant, je vais devoir ajouter le paramètre id parce qu'il est nécessaire pour trouver le bon enregistrement dans ma table. Donc ici, je vais mettre id, virgule, personne, donc mon objet personne que j'ai envoyé comme paramètre de ma méthode, et donc ma propriété id qui doit contenir la bonne clé primaire de ma personne. Pour le reste, c'est exactement identique. Bien, maintenant, voyons la partie delete qui permet donc de supprimer une personne de notre base de données. Donc là encore, on va récupérer la partie update ici, et je vais la copier dans la partie delete. Je vais effacer ma ligne de commande, et là, le mot-clé en SQL est delete, suivi du mot-clé from qui va indiquer quelle table, et donc c'est la table personne. Et là, très important, mais alors très très important, ne pas oublier d'indiquer l'id. Pourquoi? Parce que si vous n'indiquez pas l'id, eh bien, le mot-clé delete va supprimer tous les enregistrements de votre table. Donc faites très attention, vous devez toujours, lorsque vous supprimez, indiquer le where avec la clé primaire, sinon vous allez effacer toutes les données de votre table. Donc ça, c'est vraiment la boulette à ne pas faire. Et ensuite, eh bien, je n'ai pas besoin de tous ces paramètres, puisque j'ai uniquement besoin, en fait, de l'id, c'est-à-dire de la clé primaire, de la personne, pour l'effacer. C'est tout. Et ensuite, j'exécute ma requête, ici SQL delete from person where id égale id. Bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre méthode loadData. Alors, comment extraire les données de la base de données pour ensuite les lier à notre data grid en utilisant la méthode itemSource. Donc la première chose qu'on va faire, c'est extraire les données et les stocker dans quelque chose qui s'appelle une data table. La data table, en fait, va représenter eh bien, notre table personne.
on va l'appeler dt, et on va donc l'instancier nouvelle data table, tout simplement. Donc nous allons stocker les données que nous allons extraire de notre base de données dans cette data table. On va encore utiliser notre objet using et faire, comme tout à l'heure, une SQL connection avec notre connection string. Et nous allons bien sûr l'ouvrir. Donc connect, open. Donc, on se connecte à notre base de données. Ensuite, on va créer notre commande. Et là, le mot-clé est select. Select permet donc de faire des requêtes qui retournent des données. Donc ici, en fait, on aura vu les mots-clés qui sont principalement utilisés, c'est-à-dire update, insert, delete et select. Ces mots-clés-là, vous allez les utiliser tout le temps en SQL. Select donc permet de récupérer des données. Et select permet en plus de récupérer spécifiquement certains champs plutôt que d'autres. Par exemple, si je veux simplement récupérer le nom et le prénom, je pourrais ici spécifier que je veux uniquement nom, prénom. Mais en fait, je veux récupérer la totalité. Pour spécifier que je veux récupérer la totalité, je mets simplement un astérisque. Et ça indique que je veux récupérer tous les champs de ma table. Ensuite, il faut que je lui indique quelle table, car je pourrais avoir plusieurs tables dans ma base de données. Ici, je n'ai qu'une table, donc je vais lui dire simplement from personne. Voilà. Et donc ça dit, eh bien, récupère-moi tous les champs, toutes les données qui se trouvent dans la table personne. Et là, eh bien, comme tout à l'heure, je vais faire un objet SQL commande, donc SC, auquel je donne, eh bien, ma commande et ma connexion à la base de données. Donc là, rien de changé, c'est la même chose. Mais là, je vais utiliser un nouvel objet qui s'appelle SQL Adapter, que je vais appeler SA, donc New SQL Adapter, et auquel je vais donner ma commande. Pardon, j'ai fait une erreur, auquel je vais donner ma SQL commande. Pas uniquement la commande directement. Et ce SQL Data Adapter va me permettre en une ligne de récupérer toutes les données et de les stocker dans ma data table en faisant simplement SA fill dt. Voilà, cette simple ligne va récupérer toutes les données de ma table et les mettre dans ma data table. Maintenant que j'ai mes données dans mon data table, je vais extraire ces données pour les mettre dans mon objet liste contact que j'ai créé, souvenez-vous, au début, et qui est une observable collection. Je ne peux pas utiliser le data table comme ça directement. Donc première chose, je vais donc prendre mon objet liste contact et je vais lui dire, eh bien, liste contact est maintenant une nouvelle observable collection de personnes. Je l'instancie pour pouvoir l'utiliser et lui mettre des données à l'intérieur. Je vais utiliser une boucle for each que nous avons déjà vue. Et dans cette boucle for each, en fait, je vais lui dire, eh bien, dans chaque data row, alors une data table contient ce que l'on appelle des data rows, c'est-à-dire des lignes de données. On va l'appeler row. Et ces data rows sont dans ma data table, dans la méthode rows. Donc ici, je lui dis, pour chaque ligne qui se trouve dans ma data table, eh bien, fais quelque chose. Donc il va passer en revue toutes les lignes de ma data table, donc toutes les personnes qui s'y trouvent. Et donc à chaque fois, je vais devoir recréer une personne. Donc je vais créer un objet personne. Je vais devoir recréer une personne à partir des données qui se trouvent dans cette table. Alors ici, je pourrais très bien faire personne, nom, puis ensuite utiliser row, et puis donner le nom du row, etc. Mais ce n'est pas la bonne méthode.
Le mieux, c'est d'avoir un nouveau constructeur dans notre objet personne. Alors, on va retourner dans notre objet personne. Vous voyez qu'on avait déjà un constructeur qui nous permettait donc de mettre sous forme de chaîne de caractères donc directement le nom, le prénom. On aurait pu ajouter également le téléphone et l'email. On a également bien sûr un constructeur qui est vierge, qui ne fait rien. Eh bien nous allons ajouter un autre constructeur qui va nous permettre de construire donc notre personne à partir d'un data row. Donc on va lui donner comme paramètre eh bien, un data row qu'on va appeler DR. Voilà, donc je vais pouvoir directement utiliser ce constructeur pour créer un objet personne à partir d'un data. Alors en fait, pour plus de cohérence, je vais plutôt l'appeler row que DR, ça sera un peu plus explicatif. Donc je vais utiliser directement les propriétés, je vais faire id. Je vais ici caster précisément le type, je vais dire attention, c'est bien ce type-là auquel tu dois t'attendre. Je vais dire donc row, et entre crochets, je vais donner le nom du row, le nom de la ligne, le nom de la colonne de ma data table. Voilà, donc c'est id. Ensuite, je vais lui dire bien le nom, c'est une chaîne de caractères, et dans ma base de données, dans ma table, ça s'appelle nom. Puis le prénom, qui est également une chaîne de caractères. Puis l'email, qui est également une chaîne de caractères, donc string. Et enfin, le téléphone, qui est également une chaîne de caractères, et qui dans ma base de données s'appelle téléphone. Et voilà, j'ai un constructeur qui est prêt et qui va donc permettre de convertir ce data row en un objet personne en y mettant chaque champ dans chaque propriété. Ce qui fait que maintenant, vous allez voir, c'est très simple. Lorsque je vais aller dans ma méthode ici, je vais pouvoir passer comme paramètre directement le row. Et mon constructeur va se charger lui-même de mettre tout ça au bon endroit. Je n'ai plus besoin de m'en soucier. Très pratique, puisque je vais pouvoir réutiliser ce constructeur partout où je veux dans mon code. Maintenant que mon objet personne est reconstitué à partir des rows de ma data table, je vais pouvoir maintenant ajouter ça à ma liste de contacts. Donc en utilisant la méthode add, et je vais lui dire, eh bien, ajoute cet objet personne dans l'observable collection. Et une fois qu'il a fait tout ça, donc une fois qu'il a passé toutes les lignes de ma data table et qu'il les a retransformées en objet personne, eh bien je vais lui dire, prends le data grid, et la source du data grid est maintenant l'observable collection liste de contacts, qui est maintenant remplie. Donc maintenant, nous allons voir comment appeler ces différentes méthodes que nous venons de créer, car pour le moment, elles ne sont appelées nulle part dans notre code. Donc à quel moment peut-on appeler ces méthodes pour qu'elles ajoutent, suppriment ou mettent à jour les données de notre base de données? Alors prenons par exemple l'exemple de bouton enregistré clic qui permet donc de gérer l'événement clic du bouton enregistré et qui permet d'ajouter à notre liste de contacts une nouvelle personne. On pourrait très bien ici ajouter la méthode add que l'on vient de créer et lui donner comme paramètre new person. Ça fonctionnerait sans problème. Mais ce n'est pas la meilleure méthode pour faire ce genre de choses. En fait, la meilleure méthode, c'est d'utiliser les événements de notre Observable Collection pour savoir quand l'utilisateur ajoute, supprime ou met à jour des données. Donc nous allons retourner ici sur notre méthode loadData et nous allons nous abonner à un événement de notre liste de contacts. Donc avant de lier ma liste contact à mon data grid, je vais m'abonner ici
à un événement de ma liste contact. Et cet événement, qui est représenté ici par un petit éclair jaune, tous les événements sont représentés par cette espèce de petit éclair ici jaune ou orangé, qui est Collection Changed. Collection Change est un événement qui se déclenche à chaque fois qu'il y a une donnée qui est ajoutée ou supprimée de la collection. Mais par contre, ça ne permet pas de savoir lorsque une donnée est modifiée. C'est uniquement un changement dans la collection. Ensuite, je fais un plus et égal. Et vous voyez qu'il me propose déjà un nom d'une méthode pour gérer cet événement. Donc ce que j'ai à faire ici, c'est juste appuyer sur la touche Tab de mon clavier. Et automatiquement, il va me mettre donc l'événement list contact collection change qui va gérer l'événement collection change. Je peux changer son nom, bien sûr, il n'y a aucun souci, mais je vais laisser comme ça. Et vous voyez qu'ici en dessous, il m'a créé une méthode list contact collection change. Donc cette méthode va se déclencher à chaque fois qu'il y aura une modification dans la collection. Alors maintenant, comment savoir exactement qu'est-ce qui s'est produit comme action ? Est-ce que l'utilisateur a ajouté ou supprimé quelque chose ? Pour ça, on va utiliser donc le mot-clé switch. Alors switch, on l'a déjà vu dans d'autres applications que nous avons fait. Je vais appuyer sur Tab. Et je vais utiliser ici le paramètre Notify Collection Change Event Args, qui est donc ici sous le nom de E. Et je vais dire E action. Et vous voyez qu'ici, eh bien, c'est magique, le code s'est écrit automatiquement à partir du moment où il a vu que dans Action, il y avait en fait toutes ces méthodes possibles. Add, Remove, Replace, Move, Reset. Voilà toutes les actions qui peuvent donc être effectuées sur mon Observable Collection. Et donc du coup, ici, dans mon action Add, je vais pouvoir dire, eh bien, ajoute dans ma base de données la personne qui vient d'être ajoutée par l'utilisateur. Mais la question c'est comment puis-je retrouver l'objet personne qui vient d'être ajouté ? Comment je peux le récupérer ? Dans quels paramètres ? Eh bien là encore, ça se trouve dans ce fameux paramètre Notification Collection Change Event Args. On va utiliser une boucle for each parce qu'en fait l'utilisateur peut très bien avoir ajouté plusieurs personnes en même temps. Donc on va lui dire, eh bien, pour chaque personne que l'on va appeler personne, qui se trouve dans New Items, eh bien tu vas pouvoir ajouter la personne. Donc c'est dans la méthode New Items ici que l'on peut récupérer toutes les personnes qui sont ajoutées par l'utilisateur. Et ainsi, on utilise notre méthode add que nous avons créée et qui va donc ajouter cette personne à notre base de données. Et à chaque fois donc que l'utilisateur va cliquer sur le bouton enregistrer et déclencher la méthode add de l'Observable Collection, il va déclencher automatiquement l'événement Collection Change qui, en cascade, va ajouter les éléments personnes à la base de données. Ce qui fait que l'on n'a plus à se soucier si on a plusieurs parties du code où l'utilisateur ajoute des données, on n'a plus à se soucier de mettre des lignes partout, on sait que systématiquement, Collection Change va être déclenché et déclenchera le code nécessaire pour ajouter les données. Alors maintenant, voyons la méthode remove qui permet en fait de supprimer les données. Là encore, on va utiliser une boucle for each. On va dire personne. Que l'on va appeler personne. Et donc, i. Et là, ce n'est pas new items, mais all items. Et là, on va utiliser notre méthode delete. Et lui indiquer donc que c'est cette personne-là, dans notre boucle, qu'il faut supprimer dans la base de données. Donc, pour chaque personne dans All Items, eh bien, on supprime la personne. Là encore, on n'a pas besoin de se soucier où l'action est faite par l'utilisateur. Systématiquement, Collection Change va s'occuper de gérer tout ça. Et nous n'avons pas, donc, ici d'action spéciale à faire pour Replace, Move et Reset que nous n'utilisons pas ici.
Bien maintenant, il nous reste un problème à résoudre, c'est comment savoir lorsque l'utilisateur modifie des données de façon à mettre à jour ces données dans la base de données. Car Collection Change ne va pas se déclencher lorsqu'il y a, par exemple, quelqu'un qui va changer le nom d'une des personnes. Donc là, il va falloir s'abonner à un autre événement. Mais pour ça, il va falloir que l'on modifie notre objet personne de façon à ce qu'il déclenche des événements lorsqu'une propriété est modifiée. Et pour ça, nous allons devoir ajouter une interface qui s'appelle eNotify Property Changed. Nous verrons ce que sont les interfaces plus tard en détail, mais ici, en fait, pour résumer, cette interface va permettre d'indiquer à mon objet personne qu'il doit se comporter d'une certaine façon. Et vous voyez que est souligné en rouge ici eNotify Property Change. Pourquoi ? Parce qu'il me dit « Hey, si tu veux que ça se comporte comme l'interface eNotify Property Change, il te manque des méthodes, il te manque quelque chose. Ton objet personne n'est pas bon, il ne va pas correspondre à cette interface. » Donc ce que je peux faire, c'est utiliser l'IntelliSense ici en mettant ma souris sur cette ligne rouge et lui dire, eh bien, implémente interface dans mon objet personne de façon à ajouter les méthodes qui me manquent. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il nous a ajouté dans notre objet pour que ça corresponde à l'interface eNotify Property Change. Il m'a simplement ici ajouté un événement, Public Event Property Change Event Handler Property Change. Donc c'est un événement que je vais d'ailleurs déplacer parce que je préfère que ce soit au début de mon objet personne. Et donc c'est un événement qui va se déclencher, que je vais pouvoir déclencher à chaque fois qu'une propriété sera modifiée dans mon objet personne. Ce qui va pouvoir avertir en fait mon code que, attention, il y a le nom ou le prénom qui ont été changés, il faut sauvegarder ça dans la base de données. Donc les interfaces, c'est très pratique. Ici, cette interface est relativement simple, puisqu'elle n'a que cet événement. Il existe des interfaces qui sont beaucoup plus complètes, avec beaucoup de méthodes à l'intérieur, et des choses comme ça. Mais ça permet d'appliquer un comportement particulier à un objet. Et toutes les interfaces commencent donc par un I majuscule, de façon à pouvoir facilement les trouver. Et vous voyez qu'elles sont également représentées par ce petit symbole ici de point avec un rond, qui indique que c'est une interface qui permet donc d'appliquer un comportement particulier à un objet. Donc, on sait que lorsqu'un objet a implémenté une interface eNotify Property Change, il a la possibilité, donc cet objet, d'avertir toutes les autres parties du code qu'une propriété a changé. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Ici, il va falloir utiliser cet événement et donc on va créer une méthode qui va permettre de déclencher cet événement. Donc ici, je vais appeler cette méthode private void notify property changed. Et comme paramètre, dans cette méthode, je vais devoir indiquer quel est le nom de la propriété qui a changé. Est-ce que c'est le nom, est-ce que c'est le prénom ou autre chose? Donc je vais l'appeler property name. Donc je vais pouvoir envoyer ça comme paramètre. Et je vais pouvoir déclencher l'événement property change de cette interface. Donc ici, je vais utiliser property change, donc ce nouvel événement que j'ai dans mon objet, et je vais utiliser la méthode invoke pour déclencher cet événement. En paramètre, il me demande deux choses. Tout d'abord, il veut savoir qui déclenche l'événement. Qui, c'est mon objet personne qui est instancié maintenant. Donc on utilise pour ça le mot-clé this, qui permet de dire, eh bien c'est ça, là où je suis actuellement, cet objet-là. Donc ça va permettre ensuite à la méthode qui va gérer l'événement property change de pouvoir récupérer la personne qui est concernée. Et ensuite, il me demande donc un objet property change event args. Bon, eh bien je vais le créer directement ici avec le mot-clé new et je vais lui dire, eh bien je vais créer un nouvel objet property change event args auquel je vais lui indiquer le nom de la méthode. Pardon, le nom de la propriété. Donc voilà, cette méthode va déclencher l'événement en retournant précisément quelle est la propriété qui a été changée. Maintenant, vous voyez que cette méthode, pour le moment, n'est utilisée nulle part.
Donc, si je veux indiquer ici, par exemple, que le nom a été modifié par l'utilisateur, eh bien, je vais aller dans ma propriété, et donc dans le set, c'est-à-dire la partie du code qui permet d'injecter la nouvelle valeur dans la variable nom, je vais pouvoir ajouter ici ma méthode notifyPropertyChange pour lui dire, eh bien écoute, voilà, avertis le code que la propriété nom vient d'être modifiée par l'utilisateur. Ça va déclencher l'événement. Donc je peux utiliser maintenant ma méthode notifyPropertyChange pour toutes mes propriétés. Donc ici on va le faire pour le prénom. On va le faire également pour uniquement le téléphone. Je vous laisse compléter vous votre code pour que ça modifie toutes les propriétés que vous avez mis dans votre code. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre le nom de la propriété. Donc ici, on va faire un copier-coller, ce qui évite les fautes de frappe. Donc le prénom. Ah, ici, j'ai oublié le point-virgule. J'ai mis une accolade de trop. Voilà. Donc là maintenant, grâce à cette interface, notre objet personne va pouvoir nous avertir qu'il y a eu des changements. Et ça, c'est très intéressant. Donc, comment s'abonner maintenant à cet événement PropertyChanged? Alors, on va retourner dans notre méthode loadData, qui est un peu plus haut. Donc, nous nous sommes déjà abonnés à l'événement CollectionChange. Et maintenant, pour chaque personne qui se trouve dans la liste de contacts, on va devoir s'abonner à l'événement PropertyChange. Donc, pour chaque, et c'est là le mot-clé intéressant, for each, donc pour chaque personne, qui se trouve dans ma liste de contacts, je vais m'abonner, donc je fais point, et vous voyez que nous allons avoir l'événement PropertyChange maintenant de notre objet personne. Je vais faire plus égal, et là encore, il me propose bien, de créer automatiquement la méthode en lui donnant le nom personne PropertyChange. Alors je vais appuyer sur ma touche Tab, et il va le faire automatiquement. Ça me fait gagner du temps. Et voilà. Donc pour chaque personne, il va donc s'abonner à l'événement PropertyChange pour qu'il se déclenche à chaque fois que quelqu'un modifiera une des données. Donc vous voyez qu'ici, il nous a créé la méthode. Je vais enlever ici cette ligne qui ne sert à rien. Alors comment récupérer la personne qui est concernée? Eh bien la personne qui est concernée, souvenez-vous, c'est le fameux this que l'on a mis donc lorsqu'on a déclenché l'événement PropertyChange. Et donc c'est ici ce premier paramètre, objet sender, c'est qui a envoyé cette action, qui a déclenché en fait cet événement PropertyChange. Donc je vais lui dire personne est égal à sender, donc celui qui a envoyé, et donc tu dois t'attendre à ce que ce soit un objet personne. Donc ici, je fais un cast en utilisant le mot-clé as pour bien lui préciser que je m'attends à ce que ce soit un objet personne, mais si jamais ce n'était pas un objet personne, je vais pouvoir quand même éviter un bug, parce que si jamais ce n'est pas un objet personne, pour une raison X, eh bien cela va me planter mon application. Donc ce que je fais, c'est que je fais un if et je m'assure que personne n'est pas égal à nul. En effet, si jamais, en utilisant le mot-clé as, sender n'était pas une personne, eh bien dans ce cas, personne va devenir nul. Et donc je vais pouvoir vérifier. Si personne est égal à nul, c'est qu'il y a eu un problème. Ce n'est pas une personne qui a été mise dans mon événement PropertyChange. Donc c'est toujours bien de vérifier, on ne sait jamais. Donc maintenant que je suis sûr que j'ai bien une personne, je vais pouvoir utiliser la méthode update que j'ai créée et lui donner cette personne en lui disant, ben voilà, cette personne a donc été modifiée puisque PropertyChange a été déclenché, donc mets à jour ces données dans la base de données. Bien, maintenant, terminons un petit peu de nettoyer notre code. Si vous vous souvenez bien, dans l'ancien code que nous avions fait,
Nous avions mis ici dans Windows Main Closing sauvegarde bin pour sauvegarder donc en sérialisation. Nous n'avons plus besoin de ce code puisque maintenant c'est dans la base de données, donc on va supprimer ceci. Et également, ne pas oublier au démarrage de l'application, eh bien, de charger les données en mettant ici load data dans le constructeur de main window. Donc normalement, vous récupérez la connection string et juste après, vous faites load data pour charger les données et appeler votre méthode load data. Allez, maintenant, on sauvegarde et je vous propose de tester notre application. Et vous voyez qu'il nous indique une erreur. Il est rare que lorsque l'on teste une application, ça marche du premier coup. Il y a toujours quelques petites erreurs qui passent par là et donc ça s'appelle du débogage. Donc voyons voir de quoi il se plaint. Eh bien, il nous dit il n'y a pas de méthode Windows Main Closing. Ben oui, je viens de l'effacer. Le problème, c'est que je l'appelle en fait ici dans mon XAML, ici dans Closing. Donc si je supprime la méthode, je dois aussi supprimer dans mon XAML l'appel que je fais à cette méthode. Sinon, ça crée une erreur. Voilà, donc vous voyez, le débogage, c'est important et comprendre pourquoi il y a une erreur, c'est très important. Maintenant, il nous indique une autre erreur. Il nous indique la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. C'est une erreur que vous retrouverez assez souvent. Cette erreur, elle dit quoi? Elle dit que vous essayez d'utiliser un objet qui n'est pas instancié, quelque chose qui est donc à la valeur nulle. La question est donc, qu'est-ce que c'est qui peut bien donc être nul? Pourquoi tu te plains? Vous voyez qu'il vous a souligné ici Notify Property Change. Ok, donc ça serait dans ma méthode Notify Property Change que quelque chose se passe. Il y a ici une ligne jaune qui vous indique, eh bien c'est dans cette ligne qu'il se passe un problème. Ok, donc je regarde, property name apparemment n'est pas égal à nul, il y a le nom à l'intérieur. Donc ici 10 est bien égal à un objet personne, pas de problème, donc jusque là tout va bien. Et puis là je vais sur l'événement property change et il me dit ah, regardez, property change est égal à nul. Là encore l'IntelliSense est bien pratique parce que simplement en passant votre souris sur les différents éléments de votre code, vous allez pouvoir voir quel est l'élément qui pose problème. Et là, je vois bien que mon property change est égal à nul, c'est-à-dire qu'il n'existe pas encore, cet événement n'a pas encore été instancié et mis dans la mémoire. Et donc, vous essayez de déclencher un événement qui n'existe pas. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc du code qui va empêcher cette erreur. Et là, c'est très facile. C'est si property changed n'est pas égal à nul, alors tu peux le déclencher. Sinon, tu ne déclenches rien du tout. Il faudra attendre que property change existe réellement. Et on va relancer notre application. Vous voyez que, toujours pareil, à chaque fois, un peu de débogage, on cherche et on essaie de comprendre le pourquoi il y a des erreurs. Et l'IntelliSense ici va beaucoup vous aider dans cette recherche de problèmes. Et voilà, vous voyez que cette fois-ci, notre application s'est lancée correctement. Alors, commençons par voir si notre base de données est capable de conserver des données. Donc on va cliquer sur Nouveau, je vais donc taper un nom, on va mettre un numéro de téléphone, une adresse email, et on va cliquer sur le bouton Enregistrer. Jusque-là, aucun problème, pas d'erreur. Je vais fermer mon application et m'assurer que mes données sont toujours là et sont toujours persistantes, bien stockées dans ma base de données. Donc je clique sur Start, et normalement je devrais retrouver ma personne que je viens d'enregistrer. Et oui, sans problème. Donc première victoire, ça fonctionne au niveau du chargement des données dans la base de données. Alors, je vais maintenant créer un nouvel enregistrement, un numéro de téléphone, une adresse email, et je vais cliquer sur Enregistrer. Aucun problème. Maintenant, nous allons voir si on peut supprimer des données. Donc, je vais cliquer ici sur le premier champ que j'avais créé. Je vais faire « Voulez-vous supprimer ?» Oui. Et je vais fermer mon application pour voir si ma base de données a réellement supprimé les données. Je vais relancer mon application. Oui, deuxième victoire. On arrive effectivement à supprimer les données sans problème. Bien. Maintenant, voyons si la modification est bien prise en compte. Donc ici, je vais modifier le nom de la personne. Je vais l'appeler Dupont au lieu de Martin.
et je vais fermer mon application. Et je vais relancer mon application pour vérifier eh bien, que ma modification a bien été conservée dans la base de données. Et oui, sans problème, vous voyez que la modification a bien été conservée par la base de données. Je vais encore rajouter un autre participant. Je vais fermer mon application. Vous voyez que c'est très rapide, c'est très fluide. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement les données dans la base de données. C'est-à-dire que je vais ici aller sur ma table personne, je vais faire un clic droit, et je vais cliquer sur View Data. Et vous voyez qu'on peut aller voir directement les données qui se trouvent dans la base de données, avec chaque colonne. Et regardez, nous avons ici l'ID qui a été mis automatiquement par la base de données 1003, 1004, etc. Donc là, c'est la base de données qui a géré ça et qui a créé automatiquement les identifiants. Voilà, alors je sais que cette vidéo a été un peu longue et j'espère que vous avez réussi à comprendre la totalité de ce que je viens de vous expliquer. Ceci étant dit, si vous n'avez pas tout compris, pas d'inquiétude, il faut du temps pour assimiler ce genre de choses, et puis surtout de la pratique. N'hésitez pas à pratiquer, à faire vos propres champs, vos propres propriétés, vos propres applications à partir de ce que je viens de vous expliquer. Car vous verrez qu'il y a encore bien d'autres méthodes pour gérer des bases de données. Nous verrons par exemple en particulier un système qui s'appelle Entity Framework et qui permet aussi de gérer les données d'une base de données d'une façon encore plus facile que ce que je viens de vous présenter ici. Donc nous avons encore beaucoup de choses à voir concernant les bases de données, mais ici c'était un premier aperçu de ce qu'il est possible de faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.